Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un tué par une noix de coco tombée d'un arbre ou d'un homme mort de rire, littéralement? Des accidents bizarres aux disparitions totalement incroyables, nous allons plonger dans les façons les plus étranges et insolites dont des personnes ont trouvé la mort. Attachez vos ceintures pour une heure d'histoire sidérante qui prouve que la réalité dépasse parfois la fiction. Voici une heure consacrée aux personnes décédées de manière extrêmement inhabituelle. C'était le 28 avril 2013 à Darjeeling en Inde. Sailendra Nath Roy, un conducteur de police de 49 ans connu pour ses cascades audacieuses, s'apprêtait à tenter un nouvel exploit record. Cette fois, il visait à traverser la rivière Teesta en utilisant une tyrolienne attachée uniquement à ses cheveux. Sailendra détenait déjà le record mondial Guinness de la plus grande distance parcourue sur une tyrolienne avec ses cheveux, mais il était déterminé à repousser encore plus ses limites. Des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés sur le pont de la Coronation à près de 3000 mètres d'altitude pour assister à cette tentative audacieuse. Sailendra n'était pas étranger aux cascades qui laissaient les gens bouche bée. L'année dernière, il avait traîné un train de 42 tonnes sur 2,5 mètres avec ses cheveux et avait parcouru 82 mètres sur une tyrolienne, toujours avec ses cheveux. Ses exploits impressionnants lui avaient valu reconnaissance et admiration, mais aujourd'hui allaient se révéler tragiquement différents. Alors que Sailendra se préparait pour la cascade, il attacha ses cheveux, longs jusqu'aux épaules, à une poulie sur la tyrolienne. Il portait un gilet de sauvetage par-dessus sa chemise et brandissait le drapeau indien, symbole de sa fierté et de son dévouement. La tyrolienne s'étendait sur 180 mètres au-dessus de la turbulente rivière Teesta, et Sailendra entama son parcours avec confiance. Il avait parcouru environ la moitié de la distance lorsqu'un désastre survint soudainement. Sa queue de cheval se retrouva enchevêtrée dans la roue de la tyrolienne, le laissant coincé en plein air. Sailendra tenta désespérément de se libérer, utilisant ses mains pour continuer à avancer, mais plus il luttait, plus ses cheveux s'entortillaient. Les spectateurs applaudirent d'abord, inconscients de la situation désespérée qui se déroulait sous leurs yeux. Pendant environ 25 minutes, Sailendra resta suspendu en l'air, luttant pour se libérer. Les acclamations de la foule se transformèrent lentement en cris d'horreur lorsqu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas du tout. Les mouvements de Sailendra s'affaiblirent et il devint immobile après environ 20 minutes. L'absence d'ambulance ou de médecin sur place signifiait qu'aucune aide médicale immédiate n'était disponible. Les médias locaux rapportèrent que Sailendra avait subi un arrêt cardiaque majeur, probablement causé par une crise nerveuse due à la suspension prolongée. Les secouristes le descendirent enfin après environ 45 minutes, mais il était trop tard. Sailendra fut transporté d'urgence dans un hôpital voisin à Siliguri, à 450 km de là, mais il fut déclaré mort à son arrivée. Balay Sutradhar, un photographe couvrant la cascade, se souvint. Il essayait désespérément d'avancer. Il essayait de crier une instruction, mais personne ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Après avoir lutté pendant 30 minutes, il est resté immobile. La famille de Sailendra, y compris sa femme et ses 2 fils, était présents, regardant dans un désespoir impuissant. Le frère de Sailendra, Benway, qui assistait pour la première fois à une cascade de son frère, exprima le chagrin de la famille. Il était sûr de réussir, mais le destin a pris sa vie et le membre le plus aimé de notre famille. Amis et collègues pleurèrent la perte d'un homme qui avait inspiré beaucoup de personnes avec ses exploits audacieux. Les autorités révélèrent plus tard que Sailendra n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour la cascade. Le commissaire de police de Siliguri déclara que Roy n'était pas en service au moment de sa mort. Cette négligence souleva des questions sur les mesures de sécurité et les protocoles en place pour de telles cascades dangereuses. La passion de Sailendra pour battre des records et repousser les limites humaines était indéniable. Il avait réalisé plusieurs records mondiaux Guinness, notamment en tirant des véhicules avec ses cheveux et en parcourant de longues distances sur des tyroliennes. Sa dévotion était évidente, mais elle montrait aussi les dangers inhérents aux cascades extrêmes. L'incident suscita des discussions sur les risques liés à de telles performances et l'importance des précautions de sécurité. L'absence de personnel médical et le manque de permission officielle soulignèrent la nécessité de réglementations plus strictes et d'une supervision accrue. C'était le 8 juin 2014. Le dimanche matin de Grant Adams commença comme n'importe quel autre, avec le jeune homme de 17 ans qui venait de se réveiller chez lui à South Shields. Mais en l'espace de quelques instants, ce qui aurait dû être une journée ordinaire prit un tournant dramatique et tragique, laissant sa famille et sa communauté sous le choc. Grant n'était pas seulement un adolescent, il allait bientôt devenir père, attendant la naissance de sa fille avec sa petite amie, Shona Gardner, âgée de 16 ans, qui était enceinte de 7 mois. Il avait déjà choisi un prénom pour sa petite fille, Rekia. La vie de Grant, bien que jeune, était remplie d'espoir et de rêves pour l'avenir.
Il venait d'acheter sa première voiture et prenait des leçons de conduite. Son 18e anniversaire approchait et avec lui, la promesse d'un nouveau chapitre. La famille de Grant comprenait sa mère, Amanda Smedley, âgée de 37 ans, avec qui il vivait, et sa sœur Natasha, âgée de 20 ans, qui avait elle-même une petite fille. La tragédie qui frappa leur famille se produisit rapidement. Tôt ce dimanche matin, Grant venait de sortir du lit lorsqu'il trébucha sur un câble dans sa chambre au 3e étage. Par un coup du sort tragique, il perdit l'équilibre et tomba sur un lit de bronzage que sa mère avait entreposé dans sa chambre. L'impact fut catastrophique. L'un des tubes en verre UV se brisa et un fragment tranchant perça sa veine jugulaire à 2 endroits. Désorienté et gravement blessé, Grant tenta d'ôter l'éclat de verre de son cou sous le choc, aggravant encore la blessure, puis se dirigea vers les escaliers dans une tentative désespérée de chercher de l'aide. Cependant, la blessure se révéla trop grave et il s'effondra en bas des escaliers où sa mère le trouva bientôt dans une mare de sang. Amanda, sa mère, entendit les bruits venant de l'étage et se précipita immédiatement vers son fils, ne trouvant que du sang qui coulait abondamment. Paniquée, elle appela à l'aide et son partenaire tenta de contenir l'hémorragie jusqu'à l'arrivée des secours. Les services d'urgence, dont l'ambulance aérienne du Great North, arrivèrent rapidement sur les lieux, à environ 9 heures ce dimanche matin pour traiter Grant. Il fut transporté par avion au Royal Victoria Infirmary de Newcastle dans un état critique, mais les dommages étaient trop graves. Malgré les efforts des professionnels de santé, Grant succomba à ses blessures le 9 juin 2014. La perte soudaine et tragique laissa la famille et les amis de Grant dévastés. Pour sa petite amie Shona, le choc était inimaginable. Elle partagea sa douleur publiquement, exprimant son amour et le réconfort amer de porter une partie de lui en elle sous la forme de leur enfant à naître. La sœur de Grant, Natasha, qui avait toujours été proche de lui, décrivit combien il attendait avec impatience de devenir père, malgré ses premières inquiétudes. La famille voit désormais Shona et le bébé Rkia comme les derniers fragments de l'héritage de Grant, s'y accrochant comme un souvenir du jeune homme plein de vie qu'ils ont perdu. Les amis et les membres de la communauté de South Shields furent stupéfaits par la nouvelle, peinant à comprendre comment un accident aussi inhabituel et déchirant avait pu coûter la vie à un jeune homme prometteur au seuil de l'âge adulte. Grant avait toujours été connu comme un adolescent énergique et actif, passionné de boxe et appréciant le temps passé avec ses amis et sa famille. Sa sœur Natasha expliqua comment son frère avait déjà survécu à de nombreux accidents auparavant, y compris des chutes de moto et d'autres incidents typiques de l'adolescence, et qu'il semblait impensable qu'un accident aussi inattendu qu'une chute sur un lit de bronzage puisse être fatal. Les organes de Grant furent donnés après son décès. Sa famille y trouva un certain réconfort en sachant que son dernier acte serait d'aider d'autres personnes, bien qu'ils luttent avec l'ampleur de leur perte. « Ça aurait été ce que Grant aurait voulu », dit Natasha. « Il y a des gens qui attendent des transplantations et j'espère que les organes de Grant aideront quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas qu'une autre famille doive traverser ce que nous avons vécu. » Nous sommes le dimanche 4 octobre 2009 et Kellyanne Waltz s'apprête à nettoyer la cage de Teddy. Kellyanne avait nettoyé cette cage des milliers de fois auparavant et n'y prêtait plus attention. Malgré le fait que Teddy était loin d'être un animal de compagnie ordinaire, c'était un ours. Ce que Kellyanne ignorait, c'est que Teddy n'était pas dans son état habituel ce jour-là. En fait, il se comportait plus comme un prédateur redoutable qu'un simple animal domestique. Et Kellyanne allait découvrir ce que cela signifiait. Kellyanne Waltz, originaire du Massachusetts, était une mère de 2 enfants âgés de 37 ans. Elle avait toujours eu une profonde affection pour les animaux. Elle élevait même des bulldogs Old English. Après avoir déménagé à Ross Township, en Pennsylvanie, avec son mari, Michael Waltz, elle était devenue un membre de confiance et apprécié de la communauté. C'était une femme calme et attentionnée, bien connue et respectée dans son quartier. Mais la famille Waltz n'était pas comme les autres. Ils avaient un intérêt particulier qui les distinguait des autres. En s'installant à Ross Township, ils avaient acquis une propriété de 8 acres sur Dogwood. C'est la beauté naturelle de la région qui les avait d'abord attirés, car ils savaient que cet endroit correspondrait à leurs besoins. En déménageant, les Waltz avaient amené leurs animaux de compagnie, une variété d'animaux exotiques. Leur maison était donc un véritable zoo qui comprenait des lions, des tigres, des cougars, des léopards, des servals, des bulldogs, Old English, des reptiles et un ours noir nommé Teddy, que les Waltz avaient acheté en 2000. Tout le monde dans la communauté connaissait les animaux. Certains en avaient peur, surtout ceux qui avaient des jeunes enfants, tandis que d'autres voyaient les animaux comme une curiosité locale et une source de fascination. Au fil des années, les voisins amenaient leurs enfants chez Kellyanne et Michael pour voir les animaux sous la supervision de Kellyanne.
Les animaux étaient gardés dans des cages extérieures sécurisées et robustes et Kellyanne se consacrait à leurs soins. Au fil des ans, à mesure que les animaux vieillissaient et mouraient, la ménagerie s'était réduite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le lion des montagnes, le tigre et Teddy l'ours. Ce dimanche-là, Kellyanne Waltz est entrée dans la cage de Teddy, une structure en acier et béton de 4,5 mètres sur 4,5 mètres, pour la nettoyer. Teddy était un ours de 160 kilos, une créature que certains diraient qu'il aurait dû être libre. Avant d'entrer, Kellyanne avait essayé de distraire l'ours en lançant de la nourriture pour chien d'un côté de l'enclos. C'était son astuce habituelle et cela fonctionnait à chaque fois comme un charme. Mais cette fois-ci, quelque chose a terriblement mal tourné. Teddy, frustré et peut-être influencé par le début de son instinct d'hibernation, s'en est pris à Kellyanne et l'a attaqué. Les jeunes enfants de Kellyanne ont assisté à toute la scène. Terrifiés, ils ont couru chez leur voisin Scott Castone pour demander de l'aide. Scott, un instituteur, a d'abord cru que Kellyanne était attaquée par un ours sauvage. Mais en réalisant qu'il s'agissait de Teddy, Scott s'est précipité vers la propriété des Waltz avec son revolver calibre 357. Il a trouvé Teddy au-dessus de Kellyanne, qui semblait inconsciente. Quand Teddy a remarqué Scott, il a commencé à se diriger vers lui. Scott n'a pas pris de risque. Il était père de famille et il tenait à sa vie. Ainsi, il a tiré sur l'ours, le tuant d'une balle dans la tête. Scott s'est ensuite précipité auprès de Kellyanne. Elle était inconsciente et gravement blessée. Il a appelé les urgences, mais rien n'a pu être fait pour sauver Kellyanne. Elle a été déclarée morte sur place. L'incident a choqué la communauté, transformant ce qui était autrefois un lieu de curiosité en un endroit de deuil. Après l'incident, il a été révélé que les permis de Michael Waltz pour la détention, la vente et l'exposition d'animaux exotiques avaient expiré en juin 2008, plus d'un an avant l'incident. Cependant, cette infraction mineure n'avait pas justifié le retrait des animaux. Les inspections de 2007 n'avaient révélé aucun problème. Et les cages étaient considérées comme sûres. Les funérailles de Kellyanne Waltz, organisées au New Covenant World Outreach, ont attiré une grande foule de personnes en deuil, témoignant de l'impact profond qu'elle avait eu sur ceux qui l'entouraient. Amis et voisins se souvenaient d'elle comme d'une mère dévouée, d'une amoureuse passionnée des animaux et d'un membre précieux de la communauté. Tim Conway, de la Commission des Jeux de Pennsylvanie, a critiqué la décision d'entrer dans la cage d'un animal sauvage, soulignant que ces animaux ne sont pas domestiqués et peuvent être imprévisibles. Le 27 août 2019, dans le désert d'Alvord, en Oregon, Jessie Combs, une américaine de 39 ans, pilote de vitesse en voiture à réaction, connue par ses fans comme la femme la plus rapide sur 4 roues, tentait de battre un record de vitesse terrestre. Jessie avait toujours été passionnée par la vitesse et la recherche de nouvelles limites. Ce jour-là, elle était déterminée à entrer dans l'histoire en dépassant le record établi par Kitty O'Neill en 1976. Mais cette tentative serait sa dernière. Jessie était une figure éminente dans le sport de niche qu'est la course en voiture à réaction. Son rêve était de devenir la femme la plus rapide sur Terre, un objectif qu'elle poursuivait depuis 2012. Elle était déjà la femme la plus rapide sur 4 roues, record de 632 km/h en 2013. Cependant, des problèmes mécaniques l'avaient empêché de recevoir une reconnaissance officielle pour des courses plus rapides. Ce jour-là, Jessie visait à battre le record de 823 km/h établi par O'Neill. Elle se réveilla avec une alarme qui déclarait « Faisons l'histoire » et se dirigea vers le lit de lac asséché dans le désert d'Alvord, en Oregon, avec son équipe. Jessie faisait partie du projet North American Eagle, ou NAE, une entreprise ambitieuse. L'équipe avait converti un avion de chasse Lockheed F-104, Starfighter en voiture, capable de vitesse incroyable grâce à son moteur à réaction de 52 000 chevaux. Le petit ami de Jessie et membre de l'équipe, Terry Madden, était avec elle. Il documentait la journée avec des photos et des vidéos capturant l'excitation et la détermination de Jessie. Malgré plusieurs courses réussies plus tôt, Jessie avait exprimé des inquiétudes concernant la sécurité. Elle et Madden avaient prévu de se rendre dans une maison à Lake Tahoe la nuit suivante, mais elle décida de faire une dernière course l'après-midi pour confirmer son record et puis s'en éloigner pour de bon. Alors que Jessie effectuait sa dernière course, la voiture atteignit une vitesse incroyable de 841,3 km/h, dépassant le précédent record. Cependant, la tragédie survint lorsque l'assemblage de la roue avant échoua. Alors que Jessie décélérait juste après la fin de la course, l'assemblage se disloqua et des débris pénétrèrent dans les baies électroniques et mécaniques derrière elle, provoquant un accident catastrophique. Jessie fut déclarée morte sur le coup. Les détails exacts de l'accident étaient encore inconnus, mais le bureau du shérif du comté de Harney confirma sa mort. Terry Madden fut le premier à arriver sur les lieux. Il partagea plus tard son chagrin sur Instagram, révélant qu'ils avaient fait tout leur possible pour la sauver.
Elle était connue non seulement pour ses exploits en course, mais aussi pour son travail en tant que métallurgiste et personnalité télévisée. Elle était apparue dans des émissions comme Extreme 4x4, Overhaulin et Mythbusters. Sa personnalité enthousiaste, son sourire éclatant et sa poursuite incessante de ses rêves avaient inspiré beaucoup de gens, en particulier les jeunes filles et les femmes. Dans les jours qui suivirent sa mort, les hommages affluèrent de la part de fans, d'amis et de collègues. Sa famille publia un communiqué, se souvenant de son sourire éclatant, de sa positivité et de sa poursuite tenace de la réalisation de ses rêves. Ils soulignèrent à quel point elle avait vécu sans peur et avait laissé une empreinte sur tous ceux qui la connaissaient. Le but de Jessie de devenir la femme la plus rapide sur Terre fut reconnu par le Guinness World Records après son décès. Ils mirent à jour leur site web, reconnaissant son nouveau record de 841,338 km/h. Jessie devint la première personne à battre le record en plus de 40 ans. L'hommage de Madden à Jessie fut émouvant. Il publia un collage de photos et de vidéos de leurs temps ensemble, exprimant à quel point il était fier d'elle. Il mentionna que, malgré la douleur de l'avoir perdue, il continuerait d'honorer son héritage et de faire le bien en sa mémoire. C'était l'été 2011. Chris Staniforth avait passé d'innombrables heures à faire ce qu'il aimait le plus, jouer aux jeux vidéo. Chris n'était pas étranger à l'idée de se perdre dans ses mondes virtuels préférés, parfois jusqu'aux premières heures du matin. Cependant, cette nuit-là, quelque chose était différent et le jour suivant allait devenir une tragédie. Ce qui avait commencé comme une matinée normale pour le jeune joueur allait rapidement se transformer en un drame et en quelques heures, la vie de sa famille allait être changée à jamais. Chris, un jeune homme de 20 ans, originaire de Sheffield en Angleterre, était bien connu de sa famille et de ses amis en tant que joueur passionné. On le trouvait souvent assis devant sa Xbox, plongé dans des jeux comme Halo, parfois pendant jusqu'à 12 heures d'affilée. Sa passion pour les jeux vidéo n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était aussi l'aspiration de Chris. Il avait récemment été accepté dans un programme de conception de jeux à l'université de Leicester où il espérait transformer son amour des jeux vidéo en une carrière. Son père, David Staniforth, se souvenait que Chris vivait pour sa Xbox et que son rêve avait toujours été de créer des mondes tout comme ceux qu'il adorait explorer. C'est cet engagement inébranlable envers le jeu qui amena Chris à passer des heures entières assis à son bureau, ne prenant presque jamais de pause ou ne se déplaçant que rarement. Ce que sa famille, et même Chris lui-même, ignoraient, c'était le danger silencieux et caché qui se cachait derrière cette inactivité prolongée. Une nuit de 2011, Chris était probablement resté éveillé toute la nuit, comme il le faisait souvent, absorbé par ses jeux. Le matin venu, il devait se rendre à un centre d'emploi local avec un ami pour discuter des opportunités de carrière, un petit pas vers la construction d'un avenir qu'il avait déjà commencé à préparer. Cependant, ce matin-là, en attendant devant le centre d'emploi, il ressentit une sensation de serrement dans la poitrine. Son ami se souvint plus tard que Chris avait ressenti des douleurs étranges, mais n'y avait pas prêté attention. Chris laissa tomber un paquet de chewing-gum, il se pencha pour le ramasser et soudain il commença à convulser. Paniqué, son ami appela une ambulance, mais malgré la réponse immédiate des secouristes, ils ne purent le sauver. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Chris avait succombé à une affection généralement associée aux voyageurs de longue distance, la thrombose veineuse profonde ou TVP. La TVP survient lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une veine profonde, généralement dans la jambe, à cause de longues périodes d'immobilité. Dans le cas de Chris, le caillot s'était formé pendant ses longues heures de jeu, assis sans bouger, dans une position statique. Tragiquement, le caillot s'est ensuite déplacé jusqu'à ses poumons, provoquant une embolie pulmonaire, un blocage dans l'artère principale qui délivre du sang oxygéné aux poumons. Il s'agit d'une affection grave qui, si elle n'est pas traitée, peut être fatale. Pour Chris, la découverte de cette condition était dévastatrice mais trop tardive. David, le père de Chris, dut faire face à la perte de son fils. David, qui avait toujours connu Chris comme un jeune homme sans problème de santé antérieur, avait du mal à comprendre comment la passion de son fils pour les jeux vidéo avait conduit à une fin aussi tragique. David parle publiquement de l'affaire de son fils, soulignant que de longues périodes d'immobilité, que ce soit pendant les jeux, lors de voyages ou lors de toute activité sédentaire, pouvaient poser de sérieux risques pour la santé. Il partagea son chagrin avec le monde, espérant avertir d'autres parents et joueurs des dangers cachés des sessions de jeux prolongées. Bien que la mort de Chris aurait pu facilement être attribuée à sa passion pour les jeux vidéo, David prit soin de ne pas accuser l'industrie ou la technologie elle-même. Il se concentra plutôt sur la sensibilisation à l'importance de faire des pauses, de bouger et de comprendre les risques associés à de longues périodes d'immobilité. Ne découragez pas votre enfant de jouer aux jeux vidéo, conseilla David à d'autres parents. Ils adorent ça, c'est bénéfique pour eux.
Soyez juste conscient des risques. Profitez-en, mais faites des pauses. Le 25 août 2017, Dan Brandon, passionné de serpents, se trouvait dans sa chambre à Church Crookham dans le Hampshire. En bas, ses parents préparaient le dîner. Dan passait du temps avec ses animaux de compagnie bien-aimés, mais soudain quelque chose se produisit. Ses parents entendirent un bruit sourd et Dan ne répondit pas à leurs appels. Lorsqu'ils ouvrirent la porte de sa chambre, ils furent confrontés à une scène terrifiante. Mais que s'était-il passé ? Dan Brandon était connu pour son amour des animaux exotiques, possédant 10 serpents et 12 tarentules. Dan était un manipulateur expérimenté qui connaissait les besoins de chacun de ces animaux. Il élevait des reptiles depuis l'âge de 15 ans, soit depuis 16 ans. Il aimait tous ces animaux, mais il avait un lien particulier avec Tiny, un python de roche africain qu'il avait élevé depuis qu'il était suffisamment petit pour tenir dans la paume de sa main. Les pythons de roche africains sont parmi les plus grandes espèces de serpents, connus pour leur immense force et leur nature parfois imprévisible. Ils sont des constricteurs non venimeux qui tuent leurs proies en s'enroulant autour d'elles et en les étouffant. Bien qu'ils puissent s'habituer à leurs propriétaires, ils ne manifestent pas d'affection de la même manière que les animaux domestiques. Ces serpents sont guidés par leurs instincts, ce qui peut parfois conduire à des interactions dangereuses avec les humains. Dan appelait souvent Tiny son bébé, malgré le fait qu'elle mesurait 2,40 m de long. La taille et la force de Tiny la rendaient plus imprévisible que les autres animaux de Dan. Malgré des comportements agressifs occasionnels, comme des sifflements et des simulacres d'attaque, Dan ne s'était jamais senti menacé par Tiny. Malgré son expérience et sa prudence, sa passion pour ces animaux mena à un tragique accident. Ce soir-là, le 25 août 2017, Babs Brandon, la mère de Dan, préparait le dîner. Soudain, elle entendit un bruit dans la chambre de son fils, mais Babs supposa que Derek avait renversé quelque chose. Vers 19h15, Babs appela Dan pour le dîner, mais il ne descendit pas. Elle envoya son mari, Derek, pour vérifier. Une fois encore, Dan ne répondit pas. En entrant dans la chambre de son fils, Babs trouva Dan étendu face contre terre. Il était légèrement froid au toucher. Babs regarda autour de la pièce et remarqua quelque chose. Tiny, le python de roche africain de Dan, avait disparu de son vivarium. Les ambulanciers furent appelés, mais ils ne purent sauver Dan. Plus tard, Tiny fut retrouvé enroulé et caché sous une boîte dans la chambre. Les parents de Dan étaient sous le choc et cherchaient des réponses. Une enquête révéla par la suite que Dan était décédé par asphyxie. Le pathologiste, Dr Adnan Al-Badri, notant une hémorragie derrière un œil, des vaisseaux sanguins éclatés et des poumons congestionnés. Il n'y avait aucune trace de morsure ou de perforation sur le corps de Dan, ni de signes spécifiques sur ses muscles du cou, ce qui indiquait que la mort n'était pas due à une agression. Le coroner, Andrew Bradley, conclut que Tiny s'était probablement enroulé autour de Dan, soit par jeu, soit en réaction à une peur, ce qui avait conduit à une asphyxie accidentelle. Le professeur John Cooper, expert en reptiles, confirma que Dan était un manipulateur expérimenté qui aurait su comment se dégager d'un python. Cooper examina Tiny et ne trouva aucune égratignure sur la peau mue du serpent, ce qui aurait pu indiquer une lutte, renforçant ainsi la théorie que l'incident n'était pas agressif mais plutôt une tragique mésaventure. Il souligna que bien que les pythons de roche africains puissent reconnaître leurs propriétaires, leurs actions ne sont pas fondées sur l'affection, mais sur des réponses instinctives. Malgré l'expérience et les soins de Dan, la nature imprévisible de ces animaux peut conduire à des conséquences fatales. La famille de Dan cherchait des réponses à leurs questions, mais les circonstances exactes menant à la mort de Dan pourraient ne jamais être entièrement comprises, d'autant plus que certains experts doutaient que Tiny soit responsable de la mort de son propriétaire, compte tenu du fait que les preuves étaient effectivement limitées. C'était le 4 janvier 1967 sur Coniston Water dans le Lake District en Angleterre. Donald Campbell, un passionné de vitesse de 45 ans, était aux commandes de son hydroplane à moteur à réaction, le Bluebird Cassette. Campbell tentait de battre son propre record mondial de vitesse sur l'eau, un exploit qu'il avait déjà accompli 7 fois auparavant. En ce matin clair et froid, les enjeux étaient élevés et la pression intense. Campbell avait affronté 9 semaines de mauvais temps et de panne de moteur, mais la journée s'annonçait prometteuse. Le Bluebird Cassette, un hydroplane élégant avec une structure en acier et une carrosserie en aluminium, était une merveille d'ingénierie. Conçu par Ken et Lou Norris, il était équipé d'un moteur à turboréacteur axial Metropolitan Vickers Beryl capable de produire 3500 livres de poussée. Le bateau, avec son agencement distinctif en forme de fourchette à cornichon, était unique en son genre et avait apporté à Campbell de nombreux succès sur l'eau. À 8h45, alors que la surface du lac semblait lisse,
Le Bluebird fut mis à l'eau. Campbell, connu pour son sang-froid, fit un signe de pouce levé avant de commencer sa première course. Se dirigeant vers le sud, il atteignit une moyenne de 297 miles à l'heure sur le kilomètre mesuré. Pour battre le record, il devait atteindre une moyenne de 300 miles à l'heure lors du retour. Après une brève pause, Campbell entama sa deuxième tentative. Alors que le Bluebird accélérait vers le nord, de légères ondulations troublèrent l'eau. La voix de Campbell résonna à la radio. « Elle trace !» indiquant que le bateau avançait rapidement. Quelques instants plus tard, il ajouta « Pleine puissance », suivi de « L'eau n'est pas bonne, je ne vois pas grand-chose ». Ces derniers mots furent glaçants. « Je suis à l'envers, puis elle part ». À plus de 300 miles à l'heure, le nez du Bluebird se souleva, faisant basculer le bateau en arrière. Il se retourna à 50 pieds dans les airs, puis s'écrasa nez en premier dans l'eau. Un énorme rideau de vapeur monta et retomba, et le Bluebird disparut. Des plongeurs tentèrent de récupérer le corps de Campbell des profondeurs de Coniston Water, mais il manquait d'équipement adéquat. Seuls quelques sacs de flottabilité en plastique et les 2 flotteurs furent récupérés. Les recherches pour retrouver le corps de Campbell reprendraient le lendemain avec un meilleur équipement. Ce soir-là, Tonya Byrne, l'épouse de Campbell et artiste de cabaret, arriva de Londres, remplie de chagrin. Campbell avait toujours connu les risques de ces poursuites à grande vitesse. Il disait souvent que si le nez du Bluebird se soulevait, ne serait-ce qu'un peu, la catastrophe s'ensuivrait. L'accident s'est produit à seulement 200 mètres de la fin du kilomètre mesuré, à une vitesse trop élevée pour que le Bluebird puisse la gérer en toute sécurité. La quête de Campbell pour un nouveau record s'est terminée tragiquement, mais il détenait toujours le record à 276,38 miles à l'heure établi en Australie en 1964. L'héritage de Donald Campbell ne se résumait pas à ces records. Fils de Sir Malcolm Campbell, un autre détenteur de records de vitesse, il avait passé sa vie à poursuivre la vitesse sur terre et sur l'eau. Son parcours a commencé en 1949 lorsqu'il a tenté de battre des records en utilisant le bateau de son père, le Bluebird K4. Malgré des échecs initiaux, la détermination de Campbell ne faiblit jamais. En 1953, Campbell développa le Bluebird K7, le premier bateau à réaction réussie au monde. Entre 1955 et 1964, il établit 7 records mondiaux de vitesse sur l'eau, repoussant les limites du possible. Son record de 1955, à Ullswater, fut le premier à dépasser les 200 miles à l'heure, et ses records suivants à Coniston Water devinrent des événements annuels marquants. L'ambition de Campbell l'amena également à tenter de battre le record de vitesse sur Terre en Australie, où il dut faire face à de nombreux défis mais réussit à établir un nouveau record en 1964. Tout au long de sa carrière, le Bluebird K7 subit de nombreuses modifications pour améliorer sa stabilité et sa vitesse, reflétant la quête incessante de perfection de Campbell. Après le tragique accident de 1967, le Bluebird K7 resta submergé dans Coniston Water pendant des décennies. En 2001, l'épave et le corps de Campbell furent finalement récupérés. L'hydroplane subit une restauration minutieuse par l'ingénieur de Tyneside Bill Smith, déclenchant une longue bataille juridique sur sa propriété. En 2018, le Bluebird K7 retourna à l'eau en Écosse, atteignant des vitesses de 150 miles à l'heure. Des milliers de spectateurs, dont la fille de Campbell, Gina, assistèrent à la renaissance du bateau restauré. Cet événement émotionnel marqua une étape significative dans le parcours de l'hydroplane. Le musée Ruskin à Coniston abrite désormais le Bluebird K7 et des projets sont en cours pour faire naviguer à nouveau le bateau sur Coniston Water. Le musée, qui a construit une aile spéciale pour le Bluebird, vise à honorer l'héritage de Campbell et son lien avec la communauté locale. Le 17 avril 2018, Jennifer Riordan était à bord du vol Southwest Airlines 1380, assise près d'un hublot alors que l'avion survolait la Pennsylvanie. Elle voyageait de New York à Dallas. C'était un vol de routine, mais un événement tragique et inattendu a bouleversé le cours des choses. Jennifer Riordan, une femme de 43 ans, originaire d'Albuquerque, était reconnue pour son dévouement envers sa famille, sa carrière et sa communauté. En tant que vice-présidente des relations communautaires chez Wells Fargo à Albuquerque, elle supervisait les efforts bénévoles de plus de 1000 employés et contribuait largement à de nombreuses causes philanthropiques dans le sud-ouest des États-Unis. Leader respectée, épouse et mère de 2 enfants, Jennifer retournait auprès de sa famille lorsqu'elle a embarqué sur le vol 1380 ce jour-là. Cependant, environ 20 minutes après le départ, ce vol sans histoire a pris une tournure dramatique, marquant un chapitre tragique de l'histoire de l'aviation américaine. Le problème a commencé lorsqu'une des pales du moteur de l'avion s'est soudainement fracturée. Après avoir effectué plus de 32 000 vols, la pale a cédé à cause de la fatigue du métal, un problème passé inaperçu lors des inspections précédentes.
Cette défaillance a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. Le carénage du moteur s'est désintégré, projetant des débris avec une force explosive. Certains de ces éclats ont frappé le fuselage, brisant finalement la vitre en plexiglas près du siège de Jennifer. Cette rupture a provoqué une décompression rapide, aspirant partiellement Jennifer à travers la fenêtre brisée. Les agents de bord, Rachel Fernheimer et Sianik Mallory, se sont précipités pour évaluer les dégâts et ont découvert Jennifer, dont le torse, la tête et un bras se trouvaient à l'extérieur de l'avion, tandis que le reste de son corps était retenu par sa ceinture de sécurité. Dans une tentative désespérée de la sauver, les agents de bord se sont agrippés à ses jambes, tandis que 2 passagers à proximité se sont joints à eux, l'un passant un bras à travers le hublot pour maintenir son épaule. Au milieu du chaos, avec les masques à oxygène déployés et la cabine envahie par de la fumée, ils ont lutté pour ramener Jennifer à l'intérieur. Une fois Jennifer ramenée à bord, les agents de bord ont demandé l'aide de volontaires médicaux. Un ambulancier et une infirmière ont pris en charge les opérations de secours. Ils ont essayé d'utiliser un défibrillateur, mais celui-ci n'a détecté aucun choc à administrer. Ils se sont relayés pour pratiquer un massage cardiaque dans l'espoir de la réanimer. Malheureusement, les blessures de Jennifer étaient trop graves. L'impact avait causé des traumatismes d'une gravité telle que la survie était pratiquement impossible. Pendant que la tragédie se déroulait, les pilotes s'efforçaient de contrôler l'appareil qui avait basculé violemment sur la gauche sous l'effet de l'explosion. La peur s'est emparée de la cabine, tandis que l'avion descendait rapidement jusqu'à une altitude permettant aux passagers de respirer sans masque. Les pilotes ont habilement guidé l'avion pour un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Philadelphie, mettant en sécurité les 144 passagers restants et les 5 membres d'équipage. Jennifer Riordan a tragiquement perdu la vie, succombant à de graves traumatismes contondants à la tête, au cou et au torse, causés à la fois par les éclats et par le fuselage de l'avion. Sa mort a marqué le premier accident mortel en vol sur une compagnie aérienne américaine depuis près de 10 ans. Cet incident a déclenché une enquête approfondie menée par le National Transportation Safety Board, NTSB, qui s'est concentrée sur la pale défectueuse et les mécanismes de sécurité censés contenir un tel événement. Les auditions du NTSB ont révélé que la pale, inspectée pour la dernière fois en 2012, avait été vérifiée avec des techniques incapables de détecter la fatigue du métal. CFM International, le fabricant du moteur, considérait initialement les pales comme quasiment indestructibles, sans limite de durée de vie. À la suite de l'accident, CFM a recommandé des méthodes d'inspection plus avancées, telles que les tests par ultrasons et courants électriques, capables de détecter les fissures microscopiques. Ces inspections, désormais obligatoires, ont déjà conduit au remplacement de plusieurs pales présentant des signes de fatigue. Dans une déclaration, le mari de Jennifer, Michael Riordan, a exprimé son espoir que les leçons tirées de cet incident permettront d'éviter de futures tragédies. Les collègues et membres de la communauté de Jennifer se souviennent d'elle comme d'une leader bienveillante qui inspirait les autres à redonner à leur tour. En mémoire de Jennifer, la famille Riordan a créé la Jennifer Riordan Foundation, dédiée à poursuivre son héritage de gentillesse et de services communautaires. Le 5 mars 2019, dans le paisible village de Zdechov, situé à l'est de la République tchèque, Michal Prasek, un habitant de 34 ans, est entré dans l'enclos de son lion pour des raisons inconnues. Mais il n'en est jamais ressorti vivant, marquant une fin tragique à son passe-temps d'élever des prédateurs dangereux dans son jardin. Mais que s'est-il passé ? Michal Prasek était bien connu dans son village pour son choix peu conventionnel d'animaux de compagnie. On peut dire que sa passion le rendait impopulaire. Les habitants craignaient ces animaux, mais Michal tenait absolument à garder ses précieux animaux exotiques, un lion et une lionne. Il avait acheté le lion mâle 3 ans plus tôt en Slovaquie. La lionne avait été acquise 2 ans plus tard, en 2018. Michal gardait ses lions dans des cages faites maison sur sa propriété, apparemment à des fins de reproduction. Malgré de nombreuses plaintes de voisins inquiets, et des amendes infligées par les autorités locales pour absence de permis et de permission de construction, Michal continuait à garder et à élever ces animaux dangereux. Pour couronner le tout, il sortait souvent les lions pour des promenades dans son quartier. Ainsi, les incidents impliquant les lions n'étaient pas rares. En juin 2018, la communauté fut encore plus en colère lorsqu'un cycliste entra en collision avec la lionne de Prasek alors qu'il la promenait en laisse. Le cycliste fut blessé et nécessita un traitement hospitalier, mais l'incident fut classé comme un accident de la route après l'intervention de la police. Cela n'importait pas à Michal que toute sa communauté veuille qu'il se sépare de ses animaux, et les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose à ce sujet.
Elles avaient déjà infligé une amende à Prasek pour élevage illégal et construction d'enclos sans les permis nécessaires. Mais leurs efforts pour retirer légalement les animaux étaient freinés par l'absence de structures alternatives pour accueillir les lions et l'absence de preuves de maltraitance. La situation était donc dans une impasse, car Michal refusait l'accès à sa propriété et les autorités ne pouvaient pas prendre d'autres mesures en vertu des lois existantes. Mais tout a changé ce mardi matin fatidique. Garder des lions en captivité, surtout dans des environnements non professionnels, est un risque énorme, quelque chose que Michal a appris de la pire manière. Il était environ 7 heures du matin quand le père de Michal Prasek découvrit le corps sans vie de son fils à l'intérieur de la cage du lion mâle. Que s'est-il passé ? Il semblerait que la cage ait été verrouillée de l'intérieur. Cela signifie que Michal, 34 ans, était entré volontairement et s'était retrouvé piégé. Le père de Michal a alerté les autorités. À leur arrivée, les policiers se sont retrouvés confrontés à une situation délicate. Pour pouvoir accéder au corps de Michal, ils devaient affronter les prédateurs. Bien que les lions fassent partie de la famille des félins, ils sont loin de leurs cousins domestiques. Ce sont de grands carnivores, connus pour leur force et leur talent de chasseurs. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, ce qui signifie que les humains désarmés ne représentent guère une menace pour ces animaux puissants. Afin d'assurer la sécurité des secours et d'accéder à la victime, la police a pris la décision difficile d'abattre les 2 lions. Un porte-parole de la police a plus tard déclaré que cette action était absolument nécessaire. La mort de Prasek a été officiellement prononcée par un médecin arrivé peu de temps après la police. Son corps a ensuite été envoyé pour une autopsie afin de confirmer la cause exacte de son décès. Il s'est avéré que la lionne était gestante à l'époque, ajoutant une dimension tragique supplémentaire à l'incident. Malgré la tragédie, certains habitants du village ont pu respirer plus facilement après l'incident. Le maire de Zdechov, Thomas Kokourek, a fait remarquer que cet événement tragique pourrait enfin apporter une solution à ce problème de longue date. À la suite de la mort de Michal, le gouvernement tchèque a indiqué qu'il envisageait des modifications aux lois régissant la possession et l'élevage d'animaux prédateurs afin de prévenir de futures situations similaires. À l'époque, la République tchèque était un centre de contrebande illégale d'animaux sauvages. C'était le 3 avril 2014 à Eloy, en Arizona, à environ 65 miles au sud de Phoenix. Le ciel désertique était clair, avec des conditions météorologiques parfaites pour le parachutisme. Ce jour-là, un groupe de 222 parachutistes de 28 pays différents s'était rassemblé à Skydive Arizona, l'une des installations de parachutisme les plus renommées des États-Unis. Ils avaient un seul objectif, battre le record du monde du plus grand nombre de personnes réalisant 2 formations aériennes avant de déployer leur parachute. Parmi ces parachutistes se trouvait Diana Paris, une parachutiste expérimentée de 46 ans originaire de Berlin, en Allemagne. Diana avait effectué 1500 sauts au cours de sa carrière, ce qui faisait d'elle une vétérane aguerrie de la communauté du parachutisme. Elle faisait partie d'un groupe d'élite appelé le World Team, qui se préparait pour cette tentative de record depuis 18 mois. Le plan était simple mais incroyablement complexe. Sauter de 18 000 pieds, former une figure dans le ciel, se séparer, former une autre figure, puis déployer leur parachute. À 7h30, les parachutistes étaient prêts. Ils portaient des combinaisons colorées et des masques à oxygène nécessaires pour le saut à haute altitude. L'adrénaline était intense lorsqu'ils montèrent à bord des avions, chacun transportant un groupe de parachutistes. Les avions montaient de plus en plus haut, atteignant l'altitude désignée. Le saut allait commencer. Le signal fut donné et un par un, les parachutistes se jetèrent hors des avions. Diana Paris était parmi eux. Les parachutistes se dispersèrent, accélérant à des vitesses de plus de 100 miles par heure alors qu'ils entamaient leur chute libre. La première formation se déroula sans accroc, un kaléidoscope de couleurs dans le ciel. La précision et la compétence requises pour un tel exploit étaient immenses. Mais ces parachutistes étaient des professionnels expérimentés. Puis vint le moment de la deuxième formation. Les parachutistes se séparèrent brièvement avant de se rassembler à nouveau. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Le parachute principal de Diana ne se déploya pas correctement. En parachutisme, chaque seconde compte. Il y a une fenêtre de temps très étroite pour déployer le parachute principal et, en cas de défaillance, pour activer le parachute de secours. Pour Diana, cette fenêtre se referma trop vite. Son parachute défectueux fut largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement. Diana chuta vers le sol. Malgré les efforts des procédures d'urgence, il n'y avait rien à faire. À 7h42, les autorités répondirent à un appel signalant un accident de parachutisme. Diana Paris fut déclarée morte sur place. La nouvelle se répandit rapidement au sein de la communauté du parachutisme.
Skydive Arizona publia un communiqué confirmant le tragique accident. Le parachute défectueux a été largué trop bas pour permettre au parachute de secours de s'ouvrir complètement, indiquait le communiqué. Il était clair que l'accident n'avait rien à voir avec la taille du groupe ou les conditions météorologiques. L'équipement avait failli au pire moment possible. Le mari de Diana, qui était présent lors de l'événement, était dévasté. Il expliqua à la police que Diana était une parachutiste expérimentée, bien consciente des risques et des mesures de sécurité dans ce sport. Ce n'était pas son premier saut et ce n'était certainement pas sa première tentative de formation en groupe. Le fait qu'une parachutiste aussi expérimentée puisse être victime d'un parachute défectueux en dit long sur les risques inhérents au parachutisme. Le World Team, malgré leur chagrin, décida d'honorer la mémoire de Diana de la meilleure manière qu'ils connaissaient, en poursuivant leur mission de battre le record du monde. Ils organisèrent une réunion remplie de larmes et d'embrassades et décidèrent de continuer la tentative de record. Cependant, ils allaient le faire avec un changement significatif. Au lieu d'une formation à 222, il y aurait maintenant une formation à 221 avec l'emplacement de Diana, laissé vacant en son honneur. Cette formation en homme manquant était un hommage à leur amie disparue, une façon de garder son esprit vivant dans les cieux qu'elle aimait tant. Le jour du saut spécial, l'atmosphère était chargée d'émotions. Les parachutistes se rassemblèrent, beaucoup d'entre eux étant des amis et collègues de Diana. Ils connaissaient les risques, mais ils connaissaient aussi la passion qui les poussait à sauter des avions et à défier la gravité. Ils s'élancèrent à nouveau dans le ciel, le cœur lourd, mais avec une détermination inébranlable. La formation se réalisa magnifiquement avec l'emplacement vide. L'enquête sur l'accident fut approfondie. Le département de police d'Eloy et la Federal Aviation Administration examinèrent le parachute défectueux. Ils voulaient comprendre ce qui avait mal tourné et comment cela pourrait être évité à l'avenir. Les résultats de l'enquête confirmèrent ce qui était déjà soupçonné. Le dysfonctionnement était un incident malheureux, sans rapport avec des facteurs externes comme la météo ou l'avion. C'était un rappel que même les parachutistes les plus expérimentés sont à la merci de leur équipement. En novembre 2018, Helena Struthers-Gardner était chez elle dans le Dorset, en Angleterre, en train de se préparer pour prendre un verre. C'était une soirée calme, mais ce qui suivit fut un accident tragique, impliquant un objet ménager apparemment inoffensif. Helena, surnommée Lena par ses proches, avait 60 ans et vivait à Broadstone dans le Dorset. Au fil des années où cette femme avait connu à la fois le succès et les difficultés. Ancienne cavalière accomplie, elle avait consacré une grande partie de sa jeunesse au monde équestre compétitif. Elle s'était formée dans les disciplines du concours complet, du saut d'obstacles et du dressage, et avait même travaillé avec des chevaux de National Hunt à Newbury, dans le Berkshire. Elle avait un avenir prometteur devant elle, cependant ses rêves furent brisés par un accident dévastateur à l'âge de 21 ans, lorsqu'un incident équestre lui laissa de graves blessures à la colonne vertébrale. Cet événement traumatique marqua le début d'une longue lutte contre la douleur chronique et les problèmes de mobilité. Suite à son accident, Helena subit plusieurs fractures de la colonne lombaire, entraînant une scoliose et une douleur intense et constante. Sa mobilité se détériora et elle était fréquemment sujette à des chutes soudaines, que sa femme Mandy Struthers-Gardner qualifiait de « chute comme un sac de pommes de terre ». Les années de gestion de la douleur avaient pris leur tribut et elle avait besoin de fortes doses de fentanyl pour supporter la douleur. Lorsque ces doses de médicaments furent réduites, elle développa une dépendance à l'alcool. Au moment de sa mort, elle consommait environ un demi-litre de vodka par jour, souvent mélangé avec du jus d'orange dans un bocal à vis, une habitude qui conduisit à l'incident fatal. Le 22 novembre 2018, Helena était dans sa cuisine, tenant un verre style bocal équipé d'une paille en métal. Soudain, elle s'effondra et la paille en acier inoxydable de 25 cm, fixée en place par le couvercle, devint une arme meurtrière. La paille pénétra dans l'orbite gauche d'Helena et traversa son cerveau. Sa femme Mandy, présente à ce moment-là, n'entendit pas la chute, mais trouva Helena peu de temps après. Allongée sur le ventre, Helena émettait des bruits de gargouillement et Mandy, voyant la paille dépasser de sa tête, appela immédiatement une ambulance. Les secours la transportèrent à l'hôpital général de Southampton, mais la gravité de ses blessures laissait peu d'espoir de rétablissement. Les spécialistes informèrent Mandy que les blessures d'Helena étaient trop graves et le lendemain, son appareil respiratoire qui la maintenait en vie fut arrêté. L'examen médico-légal de l'incident fut minutieux. Le docteur David Parham, qui procéda à l'autopsie, confirma que la paille était entrée par la paupière gauche d'Helena et avait traversé son tronc cérébral, une zone vitale responsable de fonctions telles que la respiration.
L'enquête sur la mort d'Elena souligna les dangers rares mais significatifs associés aux pailles en métal. L'assistant du coroner, Brendan Allen, émit un avertissement, insistant sur les risques liés à l'utilisation de pailles métalliques fixées dans des couvercles rigides. Sans souplesse ni flexibilité, la paille métallique ne pouvait se déplacer lors de l'impact, ce qui entraîna des blessures catastrophiques. Une grande prudence doit être exercée lors de l'utilisation de ces pailles en métal, déclara Allen, soulignant qu'elles ne devraient jamais être fixées par des couvercles ou des dispositifs similaires. Si le couvercle n'avait pas maintenu la paille en place, elle se serait probablement déplacée au lieu de percuter son œil. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour expliquer la chute d'Elena. Il n'y avait pas d'alcool dans son système au moment de l'accident, et l'assistant du coroner n'a pas pu conclure qu'une réduction de fentanyl aurait pu être la cause de la chute d'Elena. Les suites de la mort d'Elena laissèrent sa femme et ses proches confrontés à un choc et à un profond chagrin. Mandy parle de cette perte immense, qualifiant Elena d'une personne emportée bien trop tôt. Dans sa peine, Mandy exprima son espoir que d'autres tirent une leçon tragique de l'histoire d'Elena. Elle souligna les dangers de ces pailles, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou les jeunes enfants. Le 26 septembre 2012, Terry Vance Garner, un agriculteur de 69 ans originaire de l'Oregon, sortit nourrir ses nombreux cochons, comme il le faisait plusieurs fois par jour. Cette fois-ci, cependant, Terry ne rentra pas chez lui. Lorsque sa famille partit à sa recherche, elle fut confrontée à une scène macabre au beau milieu des animaux. Terry Vance Garner était une figure bien connue dans sa communauté, décrit par son frère aîné, Michael, comme un homme au grand cœur. Terry était un vétéran de la guerre du Vietnam. Son temps passé pendant la guerre lui avait laissé de profondes cicatrices psychologiques. Terry souffrait de stress post-traumatique. Il avait trouvé refuge dans sa ferme et auprès de ses animaux qui représentaient pour lui un sanctuaire thérapeutique. En somme, ses animaux et sa ferme étaient sa vie, lui apportant un sentiment de but et de paix. Le dévouement de Garner à sa ferme et à ses animaux se reflétait dans sa routine quotidienne et ses interactions avec le bétail. Malgré un incident où un cochon l'avait mordu après qu'il eut accidentellement marché sur un porcelet, Garner choisit de ne pas abattre l'animal, prouvant ainsi sa nature compatissante. Les cochons domestiques ne sont bien sûr pas aussi agressifs que leurs homologues sauvages, mais ils peuvent eux aussi représenter un danger dans certaines circonstances. Ils ont des mâchoires puissantes avec des dents solides et sont omnivores, ce qui signifie qu'ils peuvent aussi manger de la viande. Les grands cochons adultes, comme ceux de la ferme de Garner, peuvent peser jusqu'à 300 kg ou plus. Et leur taille et leur force considérables peuvent les rendre dangereux, surtout s'ils se sentent menacés ou agités. Ce jour fatidique, Garner sortit nourrir ses cochons, mais ne revint jamais. Quelques heures plus tard, un membre de sa famille découvrit ses dentiers et des fragments de son corps dans l'enclos des cochons. Ils durent en conclure que Terry avait été dévoré par les cochons. Beaucoup des cochons de Terry étaient effectivement énormes, et il n'était pas difficile d'imaginer qu'ils aient pu infliger de graves blessures, voire la mort, à une personne malchanceuse. Les autorités furent appelées après cette horrible découverte et une enquête fut ouverte. Les circonstances étaient toutefois assez étranges pour compliquer l'investigation. Le procureur du district de Coos County, Paul Frazier, indiqua que Terry aurait pu souffrir d'une urgence médicale telle qu'une crise cardiaque qui aurait pu le faire tomber, le rendant vulnérable aux cochons. L'alternative était plus sinistre, digne d'un film d'horreur. Terry aurait pu être intentionnellement renversé par les animaux, ce qui aurait conduit à l'attaque fatale. Compte tenu de la nature inhabituelle de l'affaire, l'hypothèse d'un acte criminel n'était pas exclue, bien qu'il n'y eût aucune preuve directe à ce sujet. Un pathologiste ne put déterminer la cause ou les circonstances précises de la mort, ce qui nécessita une analyse approfondie par un anthropologue médico-légal à l'Université de l'Oregon. Mais il manquait de réponse définitive. Ainsi, la famille de Terry dut faire face non seulement à la mort de l'homme, mais aussi à la possibilité qu'elle ne saurait jamais ce qui s'était réellement passé. La vie et la mort prématurée de Garner soulignent l'imprévisibilité du travail avec le bétail et la nécessité de faire preuve de prudence et de respect lorsqu'on interagit avec des animaux de grande taille, domestiqués ou non. Ce jour du 11 avril 1996, à Cheyenne, dans le Wyoming, Jessica Dubroff, une petite fille de 7 ans originaire de Falmouth, dans le Massachusetts, tentait de battre un record en devenant la plus jeune pilote à traverser les États-Unis. Elle était accompagnée de son père, Lloyd Dubroff, 57 ans, et de Joe Reed, un instructeur de vol à temps partiel et courtier en bourse à temps plein âgé de 52 ans. Ils étaient à bord d'un Cessna 167B, entreprenant un voyage qu'ils avaient appelé le vol de mer à mer étincelante, un ambitieux périple de 6900 miles d'un océan à l'autre.
Le voyage de Jessica avait commencé le 10 avril, au départ de Half Moon Bay, en Californie. Il prévoyait d'atteindre la côte Est en 8 jours en faisant de nombreuses escales pour des interviews avec les médias. Lloyd Dubroff, qui jouait le rôle de publiciste, avait créé un itinéraire chargé, rempli d'interviews tôt le matin et de longues heures de vol. La famille avait attiré une attention médiatique considérable et l'histoire de Jessica captivait la nation. On la voyait souvent dans des vidéos assise sur un siège rehausseur dans le cockpit, utilisant des rallonges de pédales de gouvernail, les 2 mains sur le manche, guidée par les instructions de Red. Le père de Jessica, Lloyd, était la force motrice derrière cette entreprise. Bien qu'il n'ait pas de certificat de pilote, il planifiait l'itinéraire et gérait les engagements médiatiques. Il visait à faire de Jessica une sensation nationale, distribuant des casquettes de mer à mer étincelantes et enregistrant le voyage pour ABC News. Cependant, l'avion était en surcharge et le calendrier ambitieux de Lloyd laissait peu de place au repos. Le matin du 11 avril, la météo à Cheyenne se détériorait. Un orage approchait, apportant de fortes pluies, des vents violents et de la grêle. Red, malgré sa fatigue des jours précédents, décida de continuer pour respecter le calendrier des engagements médiatiques. L'avion, déjà en surcharge, faisait face à des défis supplémentaires dus à l'altitude élevée de Cheyenne, environ 6670 pieds. Red avait accumulé 1484 heures de vol, principalement le long de la côte californienne, avec une expérience limitée en vol en haute altitude. Jessica avait environ 33 heures de formation en vol avec Red, mais l'idée qu'elle soit la seule pilote relevait plus d'un coup de publicité que de la réalité. Même avant l'accident, la Federal Aviation Administration et le Guinness Book of Records avaient exprimé des préoccupations concernant la promotion de vols dangereux dans la quête de records. Des témoins à l'aéroport régional de Cheyenne ont vu le Cessna lutter pour prendre de l'altitude après avoir décollé de la piste 30. L'avion a à peine dépassé 400 pieds avant de commencer à virer à droite. Quelques instants plus tard, il s'est écrasé nez le premier dans une rue résidentielle, à environ 9600 pieds de la fin de la piste. L'impact fut violent et les 3 occupants furent tués sur le coup. Le site du crash était une scène horrible. La section avant du nez et la cabine avant étaient écrasées et le carburant des ailes s'était répandu bien qu'il n'y ait pas eu d'incendie. L'enquête du NTSB a révélé que Red était aux commandes au moment de l'accident et que l'avion volait dans des conditions difficiles. Vent fort, pluie, grêle et faible visibilité. Les conséquences de l'accident ont conduit à une forte indignation publique et à des changements législatifs. L'ancien président Clinton a signé la loi sur la sécurité des pilotes enfants qui interdisait aux personnes non licenciées de tenter de battre des records ou de participer à des compétitions aéronautiques. Cette loi visait à prévenir des tragédies similaires en veillant à ce que seuls les pilotes qualifiés puissent piloter des avions dans de tels contextes. Tard un soir en 2020, alors qu'il tentait de disperser un combat de coqs illégal dans son pays natal, les Philippines, le lieutenant Christian Bollock se retrouva face à un danger inattendu. Alors qu'il s'apprêtait à confisquer l'un des coqs, un seul geste fatal changea tout. Aux Philippines, les combats de coqs, ou tupada, occupent une place culturelle profondément enracinée, traditionnellement associée aux rassemblements et aux célébrations. Cependant, ces combats comportent également des risques importants, non seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les participants humains. Une lame en acier, appelée gaff, est souvent fixée à la patte d'un coq pour maximiser les dégâts pendant le combat. Malgré le frisson et la tradition associée au combat de coqs, ces événements ont été rendus illégaux en 2020, notamment en raison de la pandémie de la Covid qui a conduit les autorités à interdire les rassemblements. Malgré l'interdiction, des combats de coqs clandestins ont continué. Et en octobre 2020, le lieutenant Bollock et son équipe intervenaient pour faire respecter les restrictions suite à des signalements d'un rassemblement illégal dans le village de Madugang à Northern Samar. Christian, dans la trentaine et déterminé à faire respecter la loi, dirigeait le commissariat de San José avec un engagement sans faille. Ce soir-là, il s'était joint à son équipe pour mettre fin à un combat de coqs illégal, espérant stopper non seulement les paris et la cruauté, mais aussi la propagation potentielle du virus. Ces événements avaient été associés à des foyers de Covid-19 locaux, qui à ce moment-là avaient déjà causé des milliers de décès aux Philippines. C'est au moment où Christian tenta de confisquer un coq qu'un des gaffes de l'animal, une lame métallique tranchante fixée solidement à sa patte, traversa sa cuisse supérieure, perforant son artère fémorale. Ce vaisseau sanguin vital, une fois tranché, provoqua une perte de sang rapide et incontrôlable. Les collègues de Christian, présents sur les lieux, tentèrent d'aider d'urgence leur lieutenant blessé. Ils utilisèrent un morceau de tissu dans une tentative désespérée de créer un garrot de fortune.
Mais avec peu de temps et de moyens, leurs efforts pour arrêter l'hémorragie se révélèrent insuffisants. En quelques minutes, Christian perdait une quantité dangereuse de sang et les secours furent appelés pour le transporter d'urgence à l'hôpital provincial. Malgré leurs meilleurs efforts, Christian Bolok fut déclaré mort à son arrivée. La lame tranchante du coq avait causé un traumatisme fatal, soulignant les dangers graves associés au combat de coq, des risques bien au-delà de l'arène. Edwin Hongchuan, gouverneur de Northern Samar, exprima sa tristesse et sa frustration, soulignant la perte tragique d'un agent dévoué dont l'engagement à faire respecter les règles de santé et de sécurité lui coûta la vie. Hongchuan nota que l'équipe avait pris toutes les précautions possibles ce soir-là, parfaitement consciente des risques qu'elle courait lors du raid. « Nous pleurons avec notre police provinciale la perte d'un agent aussi engagé et altruiste », a déclaré Hongchuan, reconnaissant le sacrifice de Christian pour protéger sa communauté. Pour honorer le service de Christian, le gouvernement local offrit son soutien à sa famille, afin qu'il ne soit pas laissé à affronter leur chagrin seul. Ses collègues et la communauté se souviennent de Christian Bolok comme d'un officier courageux et d'un protecteur désintéressé de son peuple, un souvenir qui ne sera pas facilement oublié. C'était le 17 juillet 2006 dans un quartier paisible de Salem Township en Pennsylvanie. Ce jour-là, Sandra L. Piovesan, une femme de 50 ans qui possédait une meute de 9 hybrides de loups et de chiens, est entrée dans l'enclos de ces animaux. Elle les aimait énormément, mais depuis environ un an, les hybrides n'étaient plus comme avant. Ils étaient agités, plus agressifs. Ils avaient même tué l'un des membres plus âgés de la meute. Sans le savoir, Sandra était en danger, la prochaine cible d'une meute de plus en plus agitée. À ce moment-là, Sandra Piovesan gardait des hybrides de loups et de chiens depuis environ 10 ans. Ce sont des animaux particuliers, des croisements entre des chiens domestiques et des loups. Ces animaux présentent souvent des caractéristiques des deux espèces, ce qui signifie qu'ils héritent de l'agressivité naturelle des loups. Bien que les hybrides puissent parfois être domestiqués, ils conservent une grande part d'instinct sauvage, ce qui les rend imprévisibles et potentiellement dangereux. C'est pourquoi les experts déconseillent généralement de garder des hybrides de loups comme animaux de compagnie, car ils représentent un risque sérieux pour les humains qui ne peuvent pas toujours anticiper leur comportement et leurs besoins. Les meutes sont encore plus dangereuses, car chaque animal peut et probablement tentera de se battre pour la dominance. Mais que se passe-t-il lorsque la figure dominante est un humain ? Sandra allait bientôt le découvrir. Elle logeait ses hybrides dans un grand enclos grillagé dans son jardin, leur fournissant divers jouets et structures de jeu dont une réplique d'igloo, des ballons et une maison de jeu en plastique. Les animaux, certains pesant entre 30 et 45 kilos et âgés de 7 à 8 ans, n'avaient jamais été stérilisés, ce qui avait conduit à plusieurs portées de chiots au fil des ans. Malgré des avertissements antérieurs de la part des agents de la protection animale, Piovesan avait continué à garder et à élever les hybrides, apparemment inconsciente du danger imminent. Elle aimait ces animaux de tout son cœur, mais elle ne possédait pas la licence nécessaire de la Commission de la faune de Pennsylvanie pour les détenir. Au lieu de cela, elle avait contourné cette exigence en obtenant des licences pour chiens délivrées par l'État. Selon certains de ses amis, la passion de Sandra pour ces animaux venait de son prétendu héritage amérindien. Mais tout le monde n'aimait pas ces animaux autant qu'elle. Au contraire, les voisins de Sandra étaient préoccupés et irrités par la présence des hybrides. Elle nourrissait parfois la meute avec des carcasses d'animaux trouvées sur la route et l'odeur était plus que désagréable. De plus, des rumeurs circulaient selon lesquelles les animaux n'étaient pas vaccinés contre la rage et n'étaient pas stérilisés. Pour couronner le tout, les animaux semblaient stressés et agités. Le dévouement de Piovesan à ses loups chiens était évident pour ceux qui la connaissaient. Elle entrait souvent dans l'enclos pour les nourrir et invitait même des visiteurs à observer les animaux, les traitant comme des animaux de compagnie bien-aimés. Cependant, sa superviseure, Connie Griswold, et d'autres personnes proches d'elle n'étaient pas conscientes de la véritable nature de ces animaux avant sa mort tragique. Le matin du 17 juillet 2006, Sandra devait rencontrer sa fille, Crystal, pour le petit déjeuner. Lorsqu'elle ne se présenta pas, Crystal se rendit chez sa mère pour découvrir le corps sans vie de Sandra dans l'enclos. C'était une scène macabre. Il semblait que Sandra avait subi de graves blessures causées par des morsures et des griffures, ainsi qu'une importante perte de sang qui avait conduit à sa mort. Lorsque les policiers de l'État sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué que les loups chiens étaient visiblement agités par leur présence, se déplaçant en synchronisation le long de la clôture de l'enclos, comme s'ils voulaient attaquer. Compte tenu du danger potentiel, les autorités ont décidé de tranquilliser puis d'euthanasier tous les animaux afin de récupérer le corps de Piovesan en toute sécurité.
L'autopsie, menée par le docteur Cyril Ashwecht, a confirmé que Sandra était décédée des suites des blessures infligées par ses animaux de compagnie. Dans l'ensemble, ceux qui connaissaient Sandra étaient attristés par sa mort, mais pas surpris. Certains de ses amis l'avaient de mise en garde contre les risques potentiels. L'un des amis les plus proches de Sandra, Brian Gallagher, a émis l'hypothèse que l'attaque avait pu être déclenchée par une lutte pour la domination au sein de la meute, avec un ou plusieurs animaux tentant de s'imposer en tant que leader face à Sandra. Cet incident a souligné la nécessité cruciale de renforcer les réglementations et d'accroître la sensibilisation du public concernant la possession d'hybrides de loups chiens et d'autres animaux exotiques.